Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission, chers téléspectateurs. Vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun, émission consacrée au processus électoral en cours dans ce pays, d'où nous émettons en direct. Et aujourd'hui, dans cette émission, il est question de la crise anglophone et nous posons la question de savoir comment s'en sortir. Sur le plateau, M. Falis Mbayou, ministre délégué au ministère des Relations extérieures, chargé du Commonwealth, représente le candidat Paul Biya. M. Sam Séverin Ango représente le candidat Ndifor Afonwi. M. Nekdem Asongmo, qui est chef du service politique au quotidien Le Jour, journaliste politique. Et Parfait Mboum représente le candidat Joshua aussi. Et je l'ai dit tout à l'heure que les téléspectateurs sont partie prenante dans cette émission. Ils peuvent toujours continuer par répondre à notre question. Que pensez-vous de la gestion de la crise anglophone? Au-delà de cela, ils peuvent même interpeller nos invités sur ce plateau-ci, sur la question dont nous débattons. Et pour le faire, c'est par les différents canaux comme ceux qui s'affichent au bas de votre écran. Avant de marquer la pause, nous avions commencé par éplucher un peu la question, mais on est arrivé à un point où il y a deux éléments qui ont été mis en exergue. Le fait que le chef de l'État, depuis le début de la crise, ne se soit jamais rendu dans la zone qui est en crise, et également les premières réactions du pouvoir central depuis que la crise a commencé. Est-ce que ce n'est pas cela qui a envenimé un peu la situation, M. Asongbo? Oui. Il y a la question des symboles qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où le président de la République représente un pouvoir fort. Ça, il ne faut pas le nier. Et donc, la descente peut-être du président de la République dans cette partie du pays, que ce soit Bamenda ou Aboya, qui sont les chefs-lieux de ces deux régions. Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest, et Boya, chef-lieu de la région du sud-ouest. Peut-être que si le président était descendu là-bas, avec un message peut-être d'apaisement, avec un message de réconfort, avec un message d'appel à la construction d'une nation forte, peut-être on n'en serait pas là, première chose. Encore sur les symboles, il y a une date qui est tombée en plein au cours de cette campagne. C'est la date du 1er octobre. Et curieusement, c'est une date qui n'a vraiment pas fait terminer. Qui n'a pas fait. Ce 1er octobre-là. Le 1er octobre 1961, c'est la date de l'unification du Cameroun. C'est-à-dire la partie considérée aujourd'hui comme le Cameroun anglophone, c'est rattaché à la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie francophone qui était indépendante depuis le 1er janvier 1960. Donc vous estimez qu'on doit plus se servir de cette date-là? Nous sommes dans les symboles. L'année dernière, par exemple, lorsqu'il y a eu le regain de tension, je me souviens que les parlementaires, les hommes politiques du pouvoir et même d'autres partis politiques avaient fait une marche le 1er octobre, ce qui était une première, parce que c'est une date qui est assez négligée au Cameroun, dans les célébrations institutionnelles. Alors, voici une date qui est tombée en plein dans la campagne électorale. Ça n'a pas vraiment été un thème de campagne. Ni le parti au pouvoir, qui a tout intérêt à montrer qu'il est aujourd'hui proche de cette partie du pays-là, encore moins les autres partis, les autres candidats de l'opposition. Ça, c'est les symboles. Voilà, là, je finis à les symboles. Maintenant, les réactions, il faut le dire. Dans le système gouvernement actuellement, il y a une voix prépondérante. C'est la voix, c'est l'aile dure, c'est l'aile de la répression. Il ne faut pas le nier. C'est-à-dire, il y a ici que quand des gens posent des actes je vais prendre des exemples. On est obligé de montrer que nous sommes dans une république où il y a eu des images assez choquantes. Oui. Je ne parle pas de Mancho BBC, je ne parle pas des badauds qui ont posé des actes de vandalisme. Il y a des avocats qui ont été violentés à Boya. À moins qu'on me dise le contraire. Des images ont tourné, on a vu des robes d'avocats qui ont été déchirées, qui ont été traînées au sol. Est-ce que vous comprenez ce qu'on leur reproche? Parce qu'ils peuvent revendiquer, mais utiliser des canaux réguliers pour les avocats n'ont pas utilisé des canaux irréguliers. En fait, il y a cette habitude du système gouvernant à réprimer, à utiliser la répression comme première attitude. C'est-à-dire la première réaction face à l'adversité, face à une revendication
bruyante, c'est taisez-vous. Vous n'avez même pas le droit. Et c'est cette arrogance qui prime à un moment donné dans le système de gouvernement camerounais. Merci beaucoup. Je vais demander à M. Mbayoud, sur ces 2 points précis, je voudrais quand même que vous donniez une réponse. Pourquoi, depuis le début de la crise, le chef de l'État n'a pas senti le besoin de se rendre dans cette zone en conflit? Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'on a vu des gens qui ont posé des actes qui sont tombés sous le coup de la loi. Mais est-ce que les avocats dont il est question dans cette crise-là, est-ce qu'eux aussi, on peut leur reprocher d'avoir posé des actes délictueux? D'abord, il y a une expression en anglais où on dit « hindsight is always 50-50 ». C'est-à-dire, on peut aujourd'hui dire qu'on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, n'est-ce pas? Mais nous sommes face à une situation qu'il faut gérer. Donc, je réponds à votre question. D'abord, la question de savoir pourquoi le chef de l'État n'est pas parti dans la région. Le chef de l'État, quand on est face à un problème, le chef de l'État est le dernier rempart. Ce n'est pas à lui d'aller là-bas au premier coup. Il a envoyé presque 4 ministres. Et le premier... Écoutez, mon cher. Allez-y, monsieur le ministre. Ouais. Il a envoyé le premier ministre et 4 autres ministres pour négocier avec les enseignants. Je veux bien ce que M. Assommo dit, que ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que pendant les négociations que je suivis de bout en bout, il y avait les gens qui étaient parmi ces enseignants qui étaient décidés de s'assurer que ces négociations ne réussiront pas. Voilà pourquoi... Et pour quel intérêt, selon vous? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient en profiter pour poser le problème de fédéralisme et le problème de... poser sur la table le problème de fédéralisme. Voilà pourquoi les avocats qui ont commencé avec... Les enseignants qui ont commencé avec 8 revendications sont montés à 11 et après à 18. Et quand le gouvernement a décidé de donner satisfaction à toutes ces revendications, ils ont refusé de signer parce qu'il faut qu'on se rappelle bien des faits. Et c'est là où il y a eu déclenchement du vandalisme. Le même jour, le 18 novembre, pendant que la plupart des participants étaient prêts à signer, il y a un monsieur qui a dit au ministre, Femme Ndongo, si je signe maintenant, est-ce que vous êtes capable de me protéger? Parce que là-bas, il y a toute une foule dehors, à l'hôtel Ayaba, qui était prêt à en découdre, envoyé par les gens qui ne voulaient pas qu'il y ait résultat. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est si important pour dire ceci. Et à mes frères ici qui disent que le président aurait dû partir là-bas. Dans toute négociation, on a des Sherpas qu'on envoie. Les gars auraient pu faire la même chose si le chef de l'État allait là-bas et aujourd'hui, on n'aura plus quelqu'un sur qui compter. Donc, même comme sur quelqu'un aujourd'hui? Oui, le président de la République est là. Il a encore beaucoup de possibilités. Le président de la République est celui qui a géré le problème de Boko Haram sans être parti là-bas. Mais le problème a été géré. Monsieur le ministre, je vais demander à M. Voum. C'est vrai qu'on reproche au chef de l'État de ne s'être pas rendu là-bas. C'est vrai qu'on dit pourquoi on a réprimé les gens. Mais parlons maintenant des mesures qui ont été prises. Parce que le gouvernement n'a pas croisé les bras. Il y a des missions qui ont été envoyées là-bas. Le Premier ministre a été là-bas. On a entamé les négociations. Pourquoi tout cela n'a pas suffi pour ramener la paix, M. Voum? Si vous me permettez, je vais faire j'ai noté un certain nombre de choses qu'il est important de relever. D'abord, monsieur le ministre dit que le président s'est rendu là-bas 3 fois. Mais pas en période de crise. Voilà, il faut qu'on le note, que 3 fois, pas en période de crise, et surtout en période de réjouissance. C'est-à-dire que lors de la naissance de leur parti, lors de la fête des armées, ainsi de suite. C'est en ce moment-là que le président de la République trouve utile de s'y rendre. Mais quand il y a un problème, il ne s'y rend pas. C'est la même chose. C'est aussi la même chose, si vous permettez. C'est la même chose à l'extrême nord. Pendant que les populations souffraient soit des inondations, soit de la guerre, monsieur le président ne s'est pas rendu. Il s'est rendu encore cette semaine là-bas après 3 ou 4 ans parce que justement il a besoin des voix des
ressortissants de l'extrême nord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Si c'est qu'il a besoin de voix, pourquoi il se sera rendu également Deuxième chose, oui. Monsieur le ministre, n'ayons pas la mémoire courte. Vous dites que le déclenchement du vandalisme a commencé le 18 novembre. Mais vous oubliez que les premiers morts arrivent le 22 septembre. Et le 1er octobre... Le 22 septembre, quelle année et où? Le 22 septembre 1997. Où? À Bamenda et à Boya. Et le 1er octobre, les premiers morts pendant ce temps. Non. Oui. Vous trompez. Monsieur le ministre. Nous parlons, rappelez-vous des dates, oui. N'est-ce pas? Oui. Quels sont les morts qui sont arrivés le 22 septembre? Le 22 septembre, je vais vous dire, monsieur le ministre. Le 22 septembre, des femmes et des hommes marchent à Bamenda. Les morts, dites-nous les morts. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Précisément. Je suis en train de vous dire. Le 22 septembre 2017, il y a une manifestation à Bamenda et à Boya qui est violemment reprimée. Même chose le 1er octobre. Il y a eu des morts répétés. Il n'y a jamais eu de manifestation simultanée à Bamenda et à Boya. Et donc, pas le 22, est-ce qu'il y a eu des morts? Répondez à cette question. Oui, je suis en train de vous dire, monsieur le ministre, c'est moi qui ai la parole. Et je suis en train de vous donner vous m'avez interpellé. Vous avez interpellé. Oui, et je suis en train de lui donner toutes les dates. Il y a eu combien de morts ce 22 septembre-là? Il y a eu combien de morts le 22 septembre, il y a une quinzaine de morts. Mon Dieu. Le 1er octobre, pendant que des gens célèbrent ici là, à Yaoundé, il y a des morts. C'est ce qui a amplifié la crise, parce que les gens étaient à main nue. Maintenant, vous m'avez posé une question. Il y a des missions qui ont été envoyées là-bas. Oui, il y a eu des missions. Ces missions, c'était des missions hypocrites. Et vous le savez. Et pourquoi? Parce que les gens ont refusé de faire un vrai dialogue. Ils sont entrés dans leurs ambitions politiques et politiciennes, sur le dos des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voulez parler des émissaires qui sont venus là-bas, qui auraient un agenda caché? Un agenda caché. Et ça leur a profité, puisque après, ils ont été promus. Ils ont été promus au lieu de négocier et de véritablement négocier, de discuter avec tout le monde. Ils ont fait des rapports. Je ne vous suis pas très bien. Quand on envoie un émissaire, il était allé en qualité de quoi? Et qu'est-ce qu'il est devenu par la suite? Parce que quand vous dites qu'ils ont été promus, je veux bien comprendre. Je vais vous dire. Je vais vous dire clairement. On a envoyé, le chef de l'État a envoyé des émissaires, les ministres, tout ce qu'il a cité là. Voilà. Ils sont arrivés. Non seulement ils n'ont pas... Et qui parmi eux a été promu? Qui parmi eux? Les ministres qui ont été là-bas. Qui parmi eux a été promu? Oui, qui était à Bamenda dans ce moment. Mais vous connaissez tous ceux qui ont été promus dans cette crise. C'est-à-dire que... Il faut qu'on corrige. Il faut qu'on corrige, s'il vous plaît. Non, on ne corrige pas. S'il vous plaît. Monsieur, vous n'avez plus la parole. Non, c'est bon. Vous en avez suffisamment gardé. Monsieur le ministre, permettez-moi que je me retourne vers Monsieur Ango. Je parlais des missions qui ont été envoyées là-bas, avec un but précis, ramener la paix. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi ces missions n'ont pas réussi à ramener quand même la paix dans cette région? Je me rappelle bien de toutes ces séquences-là parce que je vous l'ai dit, j'ai suivi de bout en bout, de façon graduelle, le déroulement. Mais je voudrais, M. Babila Smoton, rappeler ici que le ministre Mbayou n'est pas le modérateur de ce plateau. C'est vous le modérateur. Il n'a pas à rentrer intempestivement dans les prises de parole. Non. Vous le lui permettez et nous, on ne peut pas le faire. Non, donc vraiment, c'est pas lui le modérateur. Je suis désolé. Non, je vous en prie. Une précision à faire. Nous sommes dans un débat. Dès que quelque chose est dit de manière très claire, le ministre, lui, comme vous aussi, mais bien sûr, tout le monde, je veux être très clair là-dessus. Je vais donc vous rappeler que les toutes premières missions émanaient effectivement du directeur du cabinet du Premier ministre, qui est lui-même ressorti, le ministre Ngo Gomo, qui est ressortissant de cette région-là. Donc, la stratégie première a été de dire, on prend l'élite de Yaoundé qui est ressortissante, qui est originaire de ces régions-là. C'est une approche qui n'a pas fonctionné, parce qu'à la limite, pour nous, c'est un problème global de l'ensemble du Cameroun. Par la suite, ils sont repartis, et cette fois, on a demandé, on les a identifiés, c'est-à-dire
tous ceux qui, d'origine anglophone, sont en train, je veux dire, de travailler du côté de Yaoundé, on les a pratiquement mobilisés pour dire allez-y régler le problème qui concerne vos frères. C'était encore une très mauvaise approche parce que quand vous tentez de disculper le chef de l'État, non, mon cher, c'est lui qui devrait pouvoir s'y rendre à un moment donné. Je ne disculpe pas du tout, hein. En tout cas pas moi. Parce que j'ai entendu ici que c'est lui le président, il est garant de tout, donc il peut rester à Yaoundé et envoyer des gens assez régulièrement. Donc c'est une approche, on ne va plus y revenir, qui n'a pas fonctionné jusqu'à ce jour. Tout autant que la fameuse aide humanitaire d'urgence, parce que les montants colossaux qui ont été collectés, on ne nous a pas fait le bilan jusqu'à ce jour de ce qu'est devenu cet argent-là. Ça à quoi concrètement? Justement, il faut que monsieur le ministre nous dise à quoi est-ce que ça a servi, mais à pas grand-chose jusqu'à ce jour, parce qu'on disait que c'était destiné à aider les familles à pouvoir se relever, mais on ne pouvait pas d'abord identifier toutes ces familles-là. Il fallait d'abord réconcilier les gens, ramener la paix. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est un argent qui a été collecté pour d'autres fins, tout autant que le gros problème qui consiste à dire aujourd'hui que la question fondamentale relève également de l'élite gouvernante, en fait, qui bénéficie d'avantages colossaux et dont les populations ne veulent plus aujourd'hui, parce que vous verrez que c'est pratiquement les mêmes. Je vous prends un seul cas d'une des personnalités qui ressort tout le temps, qui a été désignée à la tête de la commission du bilinguisme, mais du multiculturalisme, parce que c'était l'une des premières solutions. L'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongwe, qui est tour à tour grand chancelier des ordres nationaux, il a également été directeur général de la CIDI. À lui tout seul, il cumule 3 ou 4 fonctions importantes dans le pays, et les populations... Il a même été sénateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été obligé de démissionner. C'est ça que les populations ne veulent plus de ce côté-là. Et ce n'est pas, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas la seule question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est parce que l'oligarchie qui est à la tête de ce pays veut tout confisquer entre leurs mains. Et c'est ça le problème. On veut quand même que les populations puissent bénéficier de l'essentiel des richesses qui leur appartiennent également. Merci beaucoup, monsieur Ngo. Monsieur Assongbo, je reviens à vous pour qu'on me dise quelque chose de très précis. Les revendications formulées par les anglophones, on les connaît. Par exemple, il y a les juristes qui dénonçaient la suprématie du droit romain par rapport à la common law. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à cela? Pour voir si les différentes approches ont abouti à quelque chose. Par exemple, ça c'est un problème précis. Est-ce qu'on y a trouvé une solution? Oui, il y a eu des propositions, des mesures qui ont été prises. Par exemple, les anglophones demandaient la traduction du code OHADA. Cela a été fait. Très bien. Sur la phagocytose du système juridique anglo-saxon, de la common law, il y a eu des mesures. Par exemple, il se plaignait de ce que beaucoup de magistrats envoyés dans ces parties-là ne maîtrisaient pas du tout la common law. On a vu qu'il y a eu un déploiement. On a créé une section common law à l'École nationale d'administration et de magistrature. Et des départements de common law ont été créés dans certaines universités ou dans les facultés des sciences juridiques et politiques. Ça, ce sont des revendications techniques. Il y a également par rapport aux enseignants. On estimait qu'il y avait des enseignants francophones qui étaient déployés dans la zone. Et il y a même eu il y a un redéploiement. Il y a eu un redéploiement. Il y a même eu un soutien en termes de subventions accordées par l'État. Il y a eu des recrutements spéciaux. Oui, mais par rapport à tout cela, est-ce qu'on ne peut pas dire que le pouvoir quand même voilà le nœud. Parce que au départ, il y a eu un déni. Il faut reconnaître que les revendications techniques, en fait, c'était l'écume qui cachait en fait un problème de fond. Et ce problème-là, lui, il est politique. Je dis ce que vous appelez crise anglophone, je parle entre guillemets, c'est la mauvaise gestion. Il y a d'abord la malgouvernance de l'État. Maintenant, cette malgouvernance générale de l'État qui est maintenant appliquée à une population qui, elle est minoritaire et c'est une identité dans la nation, dans l'État. C'est une mauvaise gouvernance de la minorité des identités. Vous voyez. Et là, maintenant, ça pose un problème politique. Et maintenant, vous allez donc comprendre qu'aujourd'hui, l'un des points
de crispation en termes de revendication, c'est la forme de l'État. Parce que justement, les populations se rendent compte qu'elles ne sont pas suffisamment associées dans la gestion de leur destin. On a parlé de décentralisation. Enfin, nous sommes aujourd'hui de manière formelle, depuis 1996, dans un État unitaire décentralisé. C'est ça le Cameroun. Sauf que cette décentralisation, qui a pour but de permettre de délocaliser le pouvoir jusqu'au niveau local le plus simple, de permettre aux populations de prendre en charge leur destin, cela n'est pas fait. Je vais vous prendre un petit exemple. Pendant l'État fédéral, il y a beaucoup de prérogatives qui incombaient aux États fédérés. Par exemple, pour faire une route, par exemple, ils avaient leur parc d'engins de travaux publics qui leur permettait de faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il faut tout demander à Yaoundé pour le faire. Et Yaoundé arbitre. À Yaoundé, vous pouvez émettre une revendication à la base, ce n'est peut-être pas la même revendication qui arrive au sommet parce qu'elle est torpillée, parce que chacun l'exécute en fonction de ses intérêts, parce que. Donc vous voyez, voilà donc le problème politique à un moment donné qui est posé. Je vais retourner vers M. Mbayou. D'abord, je donne lecture d'une réaction d'un téléspectateur. Il s'appelle Michel depuis Maroua. Il dit: la gestion de la crise anglophone au Cameroun fait l'objet de beaucoup de controverses. Les membres du gouvernement, qui sont originaires des deux régions touchées, ont envenimé la situation avec des déclarations comme: il n'y a pas de problème anglophone. Il y a eu un déni de ce problème au départ. Et cela a exacerbé les frustrations. Permettez-moi de poser une question à M. Mbayou. M. Mbayou, c'est vrai, on a reconnu ici que pour un certain nombre de problèmes, on y a trouvé une solution. Par exemple, le problème que posaient les avocats par rapport au problème que posaient les enseignants. Mais au-delà, apparemment, on a dépensé beaucoup d'argent sans que la situation ne se calme. Mais il y a certaines choses, de manière concrète, vous allez me dire. Les gens disent que le pétrole, par exemple, est produit dans leur région. Ils n'en trouvent pas la couleur. Ils disent également que la Société nationale de raffinage, la SONARA, est dirigée par des francophones et ainsi de suite. Vous êtes anglophone. Est-ce que ce n'est pas des revendications qui sont quand même fondées? Parce que quand on produit une richesse sur mon territoire, il faudrait quand même que j'en sois d'abord le premier bénéficiaire. C'est extrapole, hein? Répondez s'il vous plaît, monsieur le ministre. D'accord. J'ai l'impression qu'on mélange trop de choses. Démélanger alors. Oui, il faut qu'on essaie de clarifier certaines choses. Parce que quand on dit, par exemple, et permettez-moi de prendre un peu de temps là-dessus, dit qu'on a lancé un plan d'urgence humanitaire quand la guerre continue. C'est ce que M. Ango a dit. Oui. Mais tout le monde qui suit les affaires internationales sait que c'est pendant les guerres qu'il y a les plans humanitaires. Il y a des... C'est quand la guerre est terminée. Non. Il y a toute une mission humanitaire en République centrafricaine. Écoutez, je vais vous répondre, monsieur. Je vous dis ceci, si vous ne comprenez pas, ayez l'humilité d'attendre qu'on vous dise de quoi il s'agit. Les actions humanitaires, c'est toujours pendant la guerre. Voilà pourquoi les Nations Unies ont des missions militaires partout. Avec des ponts humanitaires comme établis pour voler au secours des populations. L'argent qui a été collecté est en train d'être... D'abord, l'argent est dans un compte au ministère des Finances. Et en ce moment, les vivres sont en train d'être livrés aux populations dans les régions. Si mes frères ici pouvaient prendre un peu de temps pour se renseigner, ils n'allaient pas dire tout ce qu'ils disent en ce moment. Donc je reviens... Oh non. Elles ont refusé, monsieur le ministre. Vous êtes, mon cher frère, vous êtes à Yaoundé, n'est-ce pas? Vous ne savez rien de là où je suis. Non. J'ai dit que vous êtes à Yaoundé. Moi, je viens de Bamenda où les populations accueillent tout ce soutien du gouvernement avec les deux mains. Peut-être vous ne regardez pas les images, mais là, vous prenez la peine de regarder les images. Je reviens à la question que vous m'avez posée sur le pétrole qui est produit dans la région. Oui. Le pétrole qui est dans le sous-sol n'a aucune valeur tant que ça n'a pas été exploité. Totalement d'accord avec vous. Donc l'exploitation de ce pétrole, n'est-ce pas? L'investissement pour l'exploitation de ce pétrole, c'est un investissement avec les fonds publics
tous les Camerounais. Bien entendu. Voilà. Donc, on peut poser des questions si la distribution a été faite comme il se devait. Mais de dire que les autres parties du pays n'ont aucun droit parce que le pétrole est dans un coin, oublie un élément important, que pour exploiter, il faut trouver les fonds pour investir, n'est-ce pas? Et ça a été financé par le Trésor. Oui. Mais pour vous aider un peu, sur le plan infrastructurel, quand vous regardez les différentes régions, est-ce que... Monsieur Bocon, c'est une chaîne. Oui. Vous avez parlé de Sonara, oui, qui est gérée par un francophone. Oui. C'est vrai. Mais vous oubliez qu'il y a le CSPH qui fait partie de la chaîne. C'est quoi le CSPH? Le Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, qui fait partie de ces chaînes, qui est gérée par un anglophone. Donc, pour dire ceci, le problème est tellement sérieux que si on voulait faire les maths, n'est-ce pas, on va toujours trouver des failles. Est-ce que nous sommes dans une république parfaite? Non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Mais dire que rien n'a été fait, c'est malhonnête. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La CSPH, il y a quelque temps, a été dirigée par un francophone, monsieur Talba Mala. Donc, il n'y a que quelques mois, on a tenté de corriger. Mais parlant de pétrole... Parlant de pétrole, juste en 30 secondes, le pétrole, c'est un domaine réservé au Cameroun. Au niveau de la SNH, ce sont des fonds dont la gestion relève essentiellement du chef de l'État, avec le directeur général de la SNH, monsieur Adolphe Moudiki. C'est connu, vous ne pouvez pas nous dire où va l'argent du pétrole camerounais. Donc, c'est tout un dossier sur lequel on pourra revenir en détail. Vous le savez, monsieur Mbayou. Monsieur Bocon, il y a une grosse clarification qu'il faut faire sur la question des postes. Vous allez la faire tout à l'heure. Vous allez la faire tout à l'heure. D'abord, il faudrait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les téléspectateurs soient partie intégrante dans cette émission. Il y a monsieur Abdou Rachid qui écrit depuis Yaoundé. Il dit, si le gouvernement avait opté pour un dialogue national inclusif, alors cette crise n'aurait pas autant pris d'envergure. Et monsieur Tiestel Cyril, depuis l'Est du Cameroun, dit, l'on ne devrait pas parler de crise anglophone, mais de crise sociale. Les revendications que font part nos frères d'expression anglaise sont propres à toutes les régions. Et pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le Cameroun, je voudrais leur rappeler que le Cameroun est divisé en 10 régions et 2 des 10 régions sont anglophones. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on est obligé de marquer une pause. On vous retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie de cette émission. Merci.